La situation s'aggrave sur l'Everest. Gravir l'Everest semble être un défi réservé aux courageux et téméraires. Mais certains grimpeurs montent d'un cran en devenant rebelles. Imaginez-vous vous faufilant au-delà des portes. Vous luttez contre le mal d'altitude et les pièges mortels glacés, des descentes audacieuses en snowboard aux ascensions en solo non autorisées. Ces grimpeurs ont jeté la prudence et les règles au vent. Mais l'Everest ne plaisante pas et les enjeux sont aussi élevés qu'ils peuvent l'être. Attachez vos ceintures pour une saga de rebelles sur le toit du monde. Comme toujours, la discrétion des spectateurs est conseillée. C'est l'histoire de Lydia Brady, la première femme à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire et à le faire en solo. Elle a battu des records sans suivre les règles pour y parvenir. Son entreprise a marqué l'histoire, mais elle a aussi suscité beaucoup de controverses. Cette histoire se déroule en 1988. Lydia faisait partie d'une équipe néo-zélandaise qui s'est rendue à Katmandou pour rencontrer d'autres grimpeurs de Tchécoslovaquie dans le but d'escalader le mont Everest. Les grimpeurs avaient de l'autorisation d'escalader 2 voies, l'Ots et la face sud-ouest de l'Everest. Mais ces voies étaient extrêmement raides et offraient de mauvaises conditions d'escalade. Les coéquipiers de Lydia ont tous les deux fait demi-tour, incapables de faire l'ascension. J'étais au camp 2, arrivé du camp de base ce jour-là. Ils sont redescendus après avoir tenté le pilier sud, disant être fatigués, ne pas avoir atteint le sommet et rentrer à la maison. Mais Lydia était résolue à atteindre le sommet, même en voyageant seule. Elle a entamé son périple et a étudié quelle route serait la plus sûre. Si elle voulait atteindre le sommet, alors le moyen le plus sûr serait de prendre la route du charbon sud. Il n'y avait qu'un seul problème. Elle n'était pas autorisée à grimper cette route. Cela ne l'empêcherait pas. Elle connaissait déjà cette route grâce à des aventures précédentes et savait qu'elle avait des étapes bien définies. Elle a commencé son voyage en faisant la randonnée de 8000 mètres de camp 2 à camp 4. Le jour suivant, le 14 octobre 1988, à 2 heures du matin, elle a commencé son ascension vers le sommet du mont Everest. Les conditions d'escalade étaient beaucoup meilleures sur cette route, avec un sol recouvert de neige dure, ce qui était beaucoup plus facile à grimper. Une fois qu'elle est montée plus haut sur le sommet, il y avait des empreintes de pas incrustées dans la neige d'une équipe d'alpinistes espagnols, ce qui a facilité la poursuite de son voyage. Après environ 12 heures d'escalade, elle a croisé les alpinistes espagnols. Vers 14h40, on lui a déconseillé de continuer la randonnée vu l'heure tardive, mais Lydia était résolue à atteindre le sommet. Lorsqu'elle a atteint le sommet, le temps n'était plus dans ses pensées. Lydia a peut-être accompli son objectif d'atteindre le sommet par ses propres moyens, mais une fois là-haut, elle a dû réfléchir à comment elle allait redescendre et à quel genre de problème elle allait faire face. Je savais que je ne survivrais que si je reprenais la route. J'avais très peur de ne pas pouvoir redescendre. Elle a entamé sa descente de la montagne pour rentrer. Arrivée à la zone des grimpeurs espagnols, elle s'est arrêtée pour se reposer et boire de l'eau. Bien qu'elle soit épuisée, elle était également reconnaissante d'être en sécurité et en vie. Mais son retour à la base de l'Everest ne s'est pas si bien déroulé. 4 grimpeurs tchèques ont disparu dans de mauvaises conditions météorologiques. Ses coéquipiers étaient déjà rentrés en Nouvelle-Zélande, la laissant là-bas toute seule. En plus de tout cela, elle était également en difficulté pour avoir escaladé une voie pour laquelle elle n'avait pas la permission. Le ministère du Tourisme menaçait Lydia de sanctions pour avoir emprunté un itinéraire illégal lors de son ascension de la montagne. Elle risquait de nombreuses sanctions, y compris une interdiction d'escalade de 5 à 10 ans. Si vous escaladez un itinéraire sans permis au Népal, vous recevez généralement une interdiction de 5, mais surtout de 10 ans. Pour éviter ces sanctions, Lydia a retiré sa déclaration d'avoir atteint le sommet de l'Everest. Elle n'a fourni aucun document à l'appui de sa déclaration. En général, les grimpeurs doivent soumettre des preuves, comme des photos d'altimètre ou d'écran Global Positioning System, mais cela n'a pas empêché la controverse. Les médias ont commencé à se moquer d'elle. Tous les titres se posèrent la question « l'a-t-elle fait ou pas ?» Cependant,
Éviter les sanctions n'a pas soulagé Lydia. Après tout, c'était son histoire à raconter. C'est elle qui a mis sa vie en danger et qui a atteint le sommet contre toute attente, faisant l'histoire. Avec quelques encouragements d'autres grimpeurs, Lydia a rendu son histoire publique. Heureusement pour Lydia, elle est l'une des rares à avoir escaladé l'Everest illégalement et à avoir survécu. Vous vous demandez peut-être maintenant quelle est la différence entre escalader le mont Everest légalement et illégalement. Pour effectuer cette randonnée légalement, chaque grimpeur a besoin d'un permis. Un grimpeur surpris en train d'utiliser un itinéraire sans permis pourrait subir de lourdes conséquences. C'est exactement ce qui s'est passé dans notre prochaine histoire de l'expédition illégale dirigée par Nimsdai Purja. Nimsdai Purja est un grimpeur mondialement reconnu. Il a marqué le monde de l'alpinisme en grimpant les 14 sommets de plus de 8000 mètres en l'espace de 6 mois et 6 jours. Vous avez possiblement visionné son documentaire épique 14 Peaks sur Netflix. Rien n'est impossible. Bien que cet alpiniste ait beaucoup de réalisations à son actif, il n'est pas étranger à la controverse. L'une d'elles comprend son expédition de 2024 sur le mont Everest. Nimsdai avait des permis pour grimper sur le pic Lingtron. Malgré ses permis valides, il n'était pas autorisé à les utiliser pour autrui. Sa société Elite Exped a amené un groupe d'alpinistes au mont Everest. Chaque alpiniste devait avoir un permis pour escalader la route. Cependant, ils étaient sous l'impression que la société avait obtenu les permis pour eux. Dans certaines situations, lorsqu'un groupe voyage ensemble, un permis peut être partagé. Le $400. Mais ce n'était pas l'itinéraire que le grimpeur chevronné voulait emprunter. Il souhaitait prendre la route de l'Everest. Les permis pour cet itinéraire coûtent $11 000 par personne. Mais cela n'a pas arrêté Nimsdai et son groupe. Ils ont entrepris le voyage quand même. Il y avait 11 autres grimpeurs de différents pays du monde. Bien que ce groupe n'ait pas atteint le sommet, ils sont allés assez loin pour justifier une enquête. Apparemment, la majorité du groupe a atteint le glacier Khumbu. Des grimpeurs parmi les plus forts ont même atteint le camp 3. Mais il y avait d'autres controverses entourant cette ascension. Soi-disant, Nimsdai a organisé un hélicoptère pour transporter le groupe de Katmandou au camp 2, ce qui est hautement illégal. Les hélicoptères sont interdits au-delà du camp de base de l'Everest. Il a aussi mené le groupe à travers une section interdite d'avalanche de glace sur l'Everest pour atteindre le camp 3. Des témoins anonymes ont parlé au département du tourisme de ce qu'ils ont vu. Il ne s'agissait pas seulement du fait que ces grimpeurs n'avaient pas payé les frais. Certaines des voies que Nimsdai empruntait étaient très dangereuses. Heureusement, il n'y a eu aucune blessure ou décès lors de cette ascension. Une enquête est actuellement en cours sur les événements. Elite Exped a nié les allégations. Il a également été rapporté que des permis avaient été obtenus pour 2 des grimpeurs. Les permis ont été obtenus auprès de 7 sommets trek. Ces permis ont permis aux grimpeurs de partager avec des groupes de jusqu'à 15 personnes. Kayla est une grimpeuse renommée et chevronnée. Elle a pris part à plusieurs expéditions de Nimsdai et est ambassadrice de sa boutique. Mais les autres grimpeurs s'entraînaient au camp de base. Les témoins ont d'abord pensé que c'était suspect car l'itinéraire du pic Lingtren est simple, comme un sentier de randonnée. À ce stade, il n'y a aucune pénalité enregistrée pour Nimsdai et les autres grimpeurs. L'enquête est toujours en cours. Je pourrais peut-être vous mettre à jour plus tard. Pensez-vous que ces grimpeurs méritent une pénalité pour avoir emprunté un itinéraire illégal? Alors que la situation empire, les histoires se durcissent. Marco Siffredi a été le premier à descendre l'Everest en snowboard. Son premier voyage en 2001 fut un succès. Mais lorsqu'il a tenté de le faire une deuxième fois en 2002, les choses ont pris un tournant inattendu. Le 23 mai 2001, Marco Siffredi a grimpé pour la première fois au sommet de l'Everest. Il avait réussi à obtenir des permis pour cette aventure épique et avait été approuvé par le Conseil du Népal. Lorsqu'il a commencé cette ascension, son objectif était de faire du snowboard en descendant Hornbein Kulwa, la route qu'il considérait comme le Saint Graal du snowboard. Malheureusement, cette route n'avait pas assez de neige, donc Marco a dû prendre la Norton Kulwa à la place. Bien qu'il ait rencontré quelques problèmes avec la sangle de son snowboard, il a réussi à la réparer et à descendre toute la montagne. Il a marqué l'histoire ce jour-là et a consolidé son statut dans la communauté légendaire du snowboard.
Pouvez-vous imaginer être assis autour d'un feu avec un groupe de snowboarders, tous vantant leur descente de taureau, leur nouvelle ligne et leur descente d'arbres, quand une voix s'élève dans l'obscurité et dit « J'ai fait une ligne sur le mont Everest ». Bien que ce soit un exploit sauvage et record, Marco n'était pas satisfait. Il voulait descendre le Hornbein Kulwa en snowboard et il était déterminé à le faire d'une manière ou d'une autre, et pour Marco, cela signifiait sortir des sentiers battus. Ainsi, en septembre 2002, lorsqu'il a décidé de réessayer, il n'avait pas de permis spécifique ni d'autorisation pour cette route non standard hautement dangereuse. Bien que l'automne ne soit pas la saison idéale pour l'escalade, Marco se concentrait sur les conditions de la neige en descendant. Il pensait que la neige précoce d'automne était idéale pour le snowboard. Lors de l'ascension de la montagne, Marco a dû traverser des conditions de neige profondes. Il a mis 12h30 pour atteindre le sommet. C'était 3 fois plus long que son ascension l'année précédente. Arrivé au sommet de la montagne, il a pris un moment pour admirer le paysage époustouflant. C'était comme il l'avait imaginé. Mais avant qu'il ne commence sa descente, les Sherpas avec qui il avait grimpé ont senti que quelque chose n'allait pas. Ils l'ont prévenu qu'il était tard et que les conditions étaient mauvaises. Cependant, Marco n'allait pas écouter. Il avait d'autres plans en tête et était impatient de les mettre en mouvement. Alors que Marco descendait la colline, les Sherpas allaient dans la direction opposée pour trouver un abri au camp. Ils voulaient y arriver avant que la tempête n'arrive. Après avoir parcouru près de 4000 pieds, ils ont vu ce qu'ils croyaient être une silhouette. À ce moment-là, ils pensaient que c'était peut-être Marco, mais en s'approchant de la zone, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de traces de snowboard dans la neige. Les Sherpas ont alors réalisé que ce qu'ils avaient vu n'était pas une silhouette. C'était une apparition. Avec les mauvaises conditions, ils savaient que Marco était parti en mission suicidaire. Bien qu'ils aient essayé de le convaincre de camper et de descendre le lendemain, le jeune snowboarder était déterminé à descendre par la route du Saint Graal. Son impatience lui coûterait la vie. Lorsque les Sherpas sont revenus au camp de base, ils ont appris que leur pire crainte s'était réalisée. Marco n'est jamais revenu. À ce jour, son corps et sa planche de snowboard restent introuvables. Mais ce n'est pas forcément surprenant. Il y a eu beaucoup de gens qui disparaissent sur le mont Everest et ne sont jamais revus. La cause de décès la plus probable est qu'il est tombé victime des conditions météorologiques du sommet, surtout qu'une tempête commençait. Il y a aussi la possibilité qu'il ait été pris dans une avalanche. La neige étant exceptionnellement profonde en cette saison, c'est une autre hypothèse plausible. Cependant, Chloé, la sœur de Marco, offre une version différente des événements. Elle croit que son frère a simplement continué sa descente au-delà du camp de base et s'est envolé pour le Tibet. Il vit librement, explorant le monde un sommet à la fois. L'histoire suivante est l'une des plus controversées. David Sharp était un alpiniste expérimenté qui a tenté de gravir le mont Everest seul, sans mesures de sécurité appropriées. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles sa mort aurait pu être évitée, et cela fait toujours parler les gens près de 20 ans plus tard. David Sharp avait gravi de nombreux sommets, mais c'est le mont Everest qui s'est avéré être le plus grand défi pour lui. Avant son voyage fatal de 2006, il avait déjà tenté cette montagne 2 fois. Les 2 fois, il a dû faire demi-tour avant d'atteindre le sommet. Pour son 3e voyage, David était déterminé à atteindre le sommet. Il voulait avoir le moins de poids possible sur lui, alors il a décidé de ne pas prendre d'oxygène en bouteille. Prêt pour son aventure, il a commencé son ascension en solo le 13 mai 2006. Avant de vous raconter ce qui est arrivé à David Sharp, nous devons d'abord vous parler de Green Boots. Si vous connaissez un peu l'Everest, vous avez sûrement entendu parler de Green Boots. En 1996, un alpiniste indien chaussé de bottes vertes vives est mort gelé en tentant d'atteindre le sommet de l'Everest. Le corps a été retiré de la montagne en 2014, mais jusqu'alors, il était utilisé comme un repère par les alpinistes pour leur donner une idée de leur progression. Le 15 mai 2006, un groupe d'alpinistes a atteint la grotte où se trouvait Green Boots. Seulement cette fois, ils étaient en proie à un choc majeur. Green Boots n'était pas seul à cet endroit. À côté de lui se trouvait David Sharp. Il était alors encore vivant. Mais il était assis en silence, les jambes croisées, des stalactites pendant de son visage. Le groupe a crié pour qu'il se lève, mais il n'a pas répondu.
Malheureusement, ce groupe a poursuivi sa route sans alerter le camp de base pour obtenir de l'aide. Divers groupes de grimpeurs ont dépassé David durant la journée. Chaque groupe a essayé d'attirer son attention. Silencieux, il a fait signe à certains groupes de s'éloigner. Chaque groupe qui a rapporté ce qu'ils ont vu a donné des comptes rendus variés de l'état dans lequel ils se trouvaient. Finalement, ce n'est que lorsqu'un groupe d'alpinistes guidé par Maxime Chaya a trouvé le corps de David qu'ils ont alerté le camp de base pour le secours. Maxime et les alpinistes sont restés avec David, priant jusqu'à ce que les conditions les obligent à partir. Bien qu'ils se sentaient mal de le laisser, ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour le sauver. C'est l'une des morts les plus controversées sur le mont Everest, car tant de personnes l'ont vu dans un état proche de la mort. Environ 40 grimpeurs sont passés avant que l'équipe de Maxime ne le découvre. Pourquoi aucun de ces grimpeurs n'a-t-il pu appeler à l'aide par radio? Cependant, des grimpeurs ont affirmé avoir appelé à l'aide par radio et qu'on leur avait dit de l'abandonner et de retourner au camp. Sir Edmund Hillary, le premier homme à atteindre le sommet de l'Everest, a même commenté l'événement. Il a exprimé son dégoût face à la réaction des grimpeurs et a insisté sur le fait qu'ils étaient tellement déterminés à atteindre le sommet qu'ils ont laissé un homme mourir sous un rocher. L'objectif est d'atteindre le sommet et le bien-être de quiconque sur le chemin est tout simplement dommageable. Cependant, d'autres ont défendu les grimpeurs, affirmant qu'ils n'auraient rien pu faire pour le sauver. Comment pouvaient-ils savoir qu'ils n'avaient pas apporté d'oxygène en bouteille? Bien que l'ascension de David n'était pas strictement illégale, c'était une série de mauvaises décisions risquées sur une montagne qui vous dévorera rapidement. Escalader en solo, sans radio, téléphone satellite ou oxygène supplémentaire suffisant a considérablement augmenté ses risques et a finalement coûté sa vie. L'histoire de David Sharp sert d'avertissement sévère sur pourquoi une bonne préparation est essentielle pour faire l'ascension. Partir avec un groupe expérimenté et apporter l'équipement approprié, même s'il vous alourdit, pourrait sauver votre vie. Notre prochaine histoire concerne Pavel Kostrikhin, un grimpeur qui a tenté une ascension illégalement, sans savoir dans quoi il s'engageait vraiment. Comme nous l'avons dit, les permis sont obligatoires pour escalader le mont Everest. Les permis pour grimper l'Everest ne sont accordés que pour des itinéraires précis. Cela est fait pour s'assurer qu'ils empruntent un itinéraire sûr pour leur voyage. Bien que ces permis varient en prix, de nombreux alpinistes dépensent environ $40 000 à $90 000 au total pour escalader le mont Everest. Bien que ce soit un coût élevé et certainement controversé à bien des égards, cela pourrait sauver une vie. Pavel avait beaucoup de passions dans la vie, les mathématiques, l'économie, l'ingénierie et surtout l'escalade. C'était un alpiniste ambitieux qui était déterminé à atteindre le sommet de l'Everest. Cependant, sa passion ne compensait pas son manque de préparation. Pavel avait déjà tenté d'escalader l'Everest, mais sans succès. Ce serait sa 3e tentative pour ce voyage. Pavel aimait une grande variété d'activités de plein air. C'était un grimpeur expérimenté connaissant bien le tourisme de montagne. Après tout, il avait déjà gravi 6 des 7 principaux sommets montagneux. Les connaissances de cet homme était choqué d'apprendre qu'il était mal préparé pour son voyage d'escalade sur le mont Everest. Il n'a pas planifié en toute sécurité, manquant de soutien et n'obtenant pas de permis, mais il était toujours prêt pour son excursion. Ou c'est ce qu'il pensait. Vous seriez surpris d'apprendre que cela s'est déroulé en 2022. Malgré tous les faits, l'histoire, l'équipement et les tragédies de l'Everest, de mauvaises décisions et de mauvais événements se produisent toujours. Durant son ascension, Pavel était membre d'un petit groupe. Malheureusement, le fait qu'il n'était pas seul n'a pas suffi à sauver sa vie. Il effectuait la rotation typique des grimpeurs des 29 031 pieds de l'Everest avant de tomber malade. On sait très peu de détails sur les événements exacts qui ont conduit à sa maladie. Ce que nous savons, c'est que le Russe de 55 ans a commencé à ressentir le mal des montagnes alors qu'il était au camp 2, à environ 21 000 pieds d'altitude. Il a dû être aidé à descendre au camp 1, environ 3 000 pieds plus bas en altitude. La raison pour laquelle c'était sa 3e tentative sur l'Everest était qu'il devait sans cesse rebrousser chemin à cause de l'épuisement. Nous ne savons pas avec certitude, mais il est possible qu'il ait retardé son demi-tour cette fois et qu'il soit redescendu parce que c'était sa 3e tentative et qu'il était déterminé à atteindre le sommet.
Le mal d'altitude est quelque chose à laquelle il faut réagir immédiatement, sinon le corps s'arrêtera. Et malheureusement, Pavel est décédé de mal aigu des montagnes. Lors de l'enquête sur cet incident, il a été découvert que l'alpiniste russe n'avait pas de permis pour son ascension. Au moment de sa mort, le Népal n'avait délivré des permis pour escalader le mont Everest qu'à 17 Russes. Pavel est décédé en 2022. En regardant les registres de 2021, on constate qu'il y a eu 295 décès sur le mont Everest, dont 197 du côté du Népal. Depuis, le Népal a accru le nombre de permis délivrés. Est-ce que la délivrance de plus de permis pourrait entraîner moins de décès sur cette montagne notoire? Pavel est évidemment mort à cause du mal d'altitude, qui ne se soucie pas si vous avez un permis ou non. Mais on peut soutenir qu'au moins, avoir un permis signifie qu'un itinéraire spécifique a été dégagé et considéré comme sûr, ce qui pourrait amener moins de grimpeurs à faire cavalier seuls à la recherche d'une tentative de sommet. La dernière ascension malheureuse dont je vais vous parler aujourd'hui est celle de Fran Arsentiev. Son histoire tragique lui a valu le surnom de la Belle au bois dormant de l'Everest. Cependant, son destin n'était pas aussi heureux que la célèbre princesse Disney. Ne partez pas encore. C'est l'une des histoires les plus choquantes de notre vidéo du jour. En 1998, Fran Arsentiev a accompli l'un de ses objectifs de vie. Elle est devenue la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest. Fran manquait d'expérience en escalade. Elle n'était même pas si passionnée par les activités de plein air et les aventures. Cependant, elle était mariée à quelqu'un qui était Sergei Arsentiev. Sergei était un grimpeur expérimenté qui avait déjà atteint le sommet de 5 des plus hauts sommets de montagne en Russie. Ce couple marié a décidé qu'il voulait marquer l'histoire en étant le premier couple à atteindre le sommet sans utiliser d'oxygène. Maintenant, leur ascension du sommet a été couronnée de succès, ce qui est évidemment extrêmement impressionnant. Ils ont fêté l'exploit de Fran. Ils étaient à 29 000 pieds au-dessus du sol sans l'utilisation d'oxygène. Mais comme pour de nombreux désastres de l'Everest, ce n'est pas l'ascension qui vous atteint. C'est en redescendant que les choses tournent mal. Le couple a entamé la descente de la montagne. Les témoins rapportent qu'ils ont bien atteint le sommet, où ils se sont arrêtés très brièvement. Mais alors que le couple reprenait leur descente de la montagne, c'était la dernière fois qu'ils étaient vus vivants ensemble. Les conditions sont devenues terribles et la visibilité était presque nulle alors qu'ils essayaient de redescendre vers le camp le plus proche pour leur sécurité. Tragiquement, le couple s'est séparé dans le temps de blizzard. Fran a avancé mais a fini par arrêter d'essayer de marcher. Elle grelottait et était aveugle. Pendant ce temps, Sergei essayait de localiser Fran. Le jour suivant, 2 grimpeurs qui avaient brièvement croisé le couple ont commencé leur descente. Ils ont alors aperçu un grimpeur gelé portant une veste violette familière. C'était Fran qu'ils avaient déjà rencontré. Au début, ils craignaient le pire, mais ensuite ils ont remarqué qu'elle bougeait par petites saccades. Il y avait encore de l'espoir qu'elle soit vivante, mais ils ignoraient comment l'aider. Quand ils l'ont trouvée, elle était délirante et ne répétait que 3 choses. « Ne me laissez pas. Pourquoi me faites-vous cela? Je suis américain. » Bien que les grimpeurs voulaient aider, ils ne pouvaient rien faire. Les conditions sur la montagne se dégradaient et ils devaient retourner au camp pour leur propre sécurité. S'ils ne laissaient pas Fran, ils auraient mis leur vie en danger. Fran est finalement morte de gelure alors qu'elle était bloquée. Cependant, son corps est resté sur place pendant des années. Elle était un repère, similaire à Green Boots, seulement elle était appelée Belle au bois dormant. Fran n'a pas été retirée de la scène jusqu'en 2007 quand elle a reçu une sépulture convenable. Son corps était recouvert du drapeau américain au moment où elle a été retirée, en signe de respect. Son mari Sergei n'a pas été découvert avant une année entière après l'incident. On pense qu'il est mort d'une chute en essayant de sauver sa femme. Il a peut-être pensé que son expérience suffisait pour garder lui et sa femme en sécurité. Mais sur les pentes rugueuses et sauvages de l'Everest, l'expérience ne suffit pas pour garder quiconque en sécurité. Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Restez audacieux et vivez courageusement.